c'est tellement immense. L'univers est infini. On a encore tellement à découvrir sur notre passé, l'instant présent ou notre futur. Voilà pourquoi on fait appel à vous. On avait besoin d'un vrai spécialiste. Moi, c'est Hugo. Avec mes amis de l'association Les Îlots de Languéran, on a réfléchi à quelques petites questions. Si vous permettez, j'aimerais vous appeler par votre prénom et vous dire tu. Cela ne te dérange pas? Bonjour Hugo. Je réponds très tardivement à toutes tes questions. Je suis désolé. J'ai plein de boulot. J'ai pas réussi à m'organiser pour te répondre plus tôt. Hugo, d'ailleurs, je te dis tout de suite, tu peux me tutoyer, ça me fait très plaisir. Sylvestre, c'est pour nous un grand honneur d'avoir l'opportunité de poser des questions et que tu t'intéresses à notre asso et à notre maladie. Alors tout d'abord, merci. Et ça me fait très plaisir les questions que tu m'as envoyées, qui sont des très bonnes questions, on sent que tu as beaucoup travaillé. Pour ceux qui viendraient de la planète Mars, peux-tu te présenter? Ah bah non, ceux qui viennent de Mars te connaissent. Du coup, Sylvestre, peux-tu te présenter s'il te plaît? Hugo, je suis Sylvestre Maurice et je suis astrophysicien. Et dans l'astrophysique, je suis spécialiste des planètes. On appelle ça un planétologue. Alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai de la chance. J'ai commencé sur Saturne, très loin. Je m'occupais de son champ magnétique. Et puis je suis allé vers Jupiter. Et hop, j'ai traversé, je me suis retrouvé sur la Lune. J'ai passé beaucoup de temps sur la Lune et j'ai adoré étudier la Lune. Je suis allé vers Mercure, je suis revenu vers Mars. Et depuis pratiquement 20 ans, il y a longtemps, je suis devenu un planétologue, spécialiste des planètes, spécialiste de Mars. Mon travail, c'est d'étudier Mars. À notre âge, c'est pas très clair. Peux-tu nous dire la différence entre une planète et une étoile? Alors Hugo, tu poses une question pas facile, celle de la différence entre une planète et une étoile. On sait, dans notre système solaire, qu'il y a une étoile un petit peu particulière, on l'appelle le Soleil. Elle est au centre et elle a énormément d'énergie pour finalement éclairer toutes les planètes. Donc tu comprends déjà qu'une étoile, le Soleil, elle va rayonner de l'énergie sur toutes les planètes qui l'entourent. Les planètes, on appelle ça en grec des astres errants. C'est-à-dire sont des objets qui vont tourner autour de l'étoile. Et dans notre système solaire, comme tu le sais, il y a 4 petites planètes qu'on appelle telluriques en partant du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, la 3e, et puis Mars. Et puis ensuite des planètes géantes. On a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, 4 et 4, ça fait 8. Et plein de petits objets. Alors les uns sont faits de glace, on les appelle des comètes avec des orbites très elliptiques. Les autres de roche, on les appelle des astéroïdes. Ils tournent de façon un petit peu plus circulaire, que ça soit au niveau entre l'orbite de Mars souvent et l'orbite de Jupiter, même si on les trouve un petit peu partout dans le système solaire. Donc tu vois qu'il y a beaucoup d'objets pour une seule étoile, le Soleil. Et dans l'univers, on va trouver quantité d'étoiles, tu les regardes dans le ciel, tu les vois, ce sont tous finalement des soleils, tu as compris, il y en a peut-être 200 milliards dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, et puis des galaxies, il y en a peut-être 200 milliards, ou 100 milliards peut-être plutôt dans l'univers, des milliards de milliards d'étoiles. Alors ont-elles des planètes? Certaines en ont, certaines n'en ont pas, on ne sait pas très bien encore. On en a déjà découvert à peu près 4000 des planètes en dehors de notre système solaire, qu'on appelle des exoplanètes. Sylvestre, c'est quoi un trou noir en fait? Alors Hugo, tu me poses une question sur la nature des trous noirs. Et là, j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est très loin de mon champ d'expertise. Moi, c'est le Soleil et tout ce qui tourne autour des planètes. Là, les trous noirs, c'est un cas absolument extrême. Un cas où on a un effondrement d'un objet très massif dans une masse très forte, mais dans un volume très petit, qui va créer tellement d'attraction que même la lumière ne peut en sortir. On appelle ça un trou noir. Et donc, on ne peut pas le voir. On peut en détecter sa présence. Et on le fait maintenant en astronomie, en voyant en particulier des disques de matière qui vont tomber sur le trou noir, mais on ne peut pas le voir parce qu'aucune lumière vient de ce trou noir. Mais je dois te dire que c'est très loin de ma spécialité, il faut savoir rester humble. Parlons des planètes. Pourquoi on veut explorer la planète Mars alors qu'il y a tant d'autres planètes dans l'univers?
Hugo, tu me poses la question de Mars. Pourquoi explorer Mars? C'est ta question. Pourquoi pas les autres planètes? Alors déjà, on a envie de tous les explorer. Moi, je suis spécialiste de Mars. Hop, j'explore Mars. Et puis un autre voudra explorer Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Vénus, Mercure ou bien des astéroïdes. Alors moi, j'aime beaucoup Mars pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une planète déjà qui n'est pas très loin. C'est facile d'y aller. On a beaucoup de chance. On va surtout vers la Lune, c'est juste à côté, en 3 jours. Là, on y va peut-être en 6 mois, 9 mois, mais c'est facile. Une fois qu'on est sur Mars, on peut faire de la belle science. Mars est une planète qui ressemble pas beaucoup à la Terre. Elle est probablement née à la même époque, mais elle a évolué de façon très différente. Elle est petite. Alors là, c'est un beau globe, hein. La Terre serait plus gros, 2 fois plus grosse. Cette planète Mars, peut-être parce qu'elle est trop petite, elle a avec le temps perdu son atmosphère, perdu à sa surface son eau liquide. C'est une planète aujourd'hui désertique. On a des très très belles images de Mars qu'on prend avec nos rovers. Tu les connais, ces images de sable et de roches un peu rouges, à cause par exemple de l'oxyde de fer. Mais une planète où il ne se passe pas grand-chose. Il y fait froid, peu d'atmosphère, très peu d'activité géologique, une planète un petit peu tristounette, un peu barbante. Mais une planète qui, il y a 4 milliards d'années, il y a longtemps, devait ressembler probablement à la Terre. Une planète qui, à l'époque, avait une atmosphère. Et on sait qu'il y avait de l'eau à sa surface qui remplissait probablement certaines veines, certaines régions du pôle, près des pôles. Par exemple, ici, on pouvait imaginer un lac, une rivière, une planète qui ressemblait à la Terre à ses débuts. Alors, la Terre à ses débuts, on sait que très vite, d'ailleurs, va apparaître de l'eau liquide, va se développer quelque chose de passionnant à sa surface, la vie. La vie dans les océans, qui naît, qui grandit, qui mettra très très longtemps à sortir sur les continents. Eh bien, on se pose la question, est-ce que la même chose s'est passée sur Mars à l'époque où Mars avait de l'eau? Et tu vois, ici, il y a des cartes de Mars qu'on étudie, et sur ces cartes, on réfléchit en disant, est-ce qu'il y avait de l'eau à cette époque, à cet endroit-là? Pendant combien de temps? Est-ce que l'eau était acide, était basique? C'était quel type d'eau finalement? Est-ce que la vie a pu se développer? Ah, la vie sur Mars, ça porte un nom? Ben, c'est les Martiens. Et bien mon travail, voilà, je dois y venir. Pourquoi explorer Mars? Pour chercher si les Martiens, alors pas tellement s'ils existent, parce que je pense qu'on a résolu le problème, on n'y croit pas trop, mais si dans le passé, les Martiens ont existé. Et ça rend la recherche absolument fascinante. C'est la problématique de la vie. On peut la faire aussi sur d'autres planètes, des planètes autour de Jupiter par exemple, comme les satellites Europa, le satellite Ganymède, autour de Saturne, le satellite par exemple Titan. C'est ce qu'on appelle des planètes d'intérêt exobiologique. C'est des planètes où potentiellement la vie aurait pu se développer. Et c'est pour ça que j'adore étudier Mars. C'est pour ça qu'on l'étudie, parce que sur cette planète, on peut avoir une réponse à une question qu'on se pose depuis très longtemps. Comment la vie apparaît sur une planète? Est-ce qu'elle est apparue sur Mars? Comment ça s'est passé sur Terre? On n'en a plus la mémoire. La Terre, elle évolue tellement, il y a tellement de tectonique, d'érosion du vent, d'érosion de l'eau, voilà. Eh bien, sur Mars, c'est répondre à des questions fondamentales sur, finalement, l'origine de la vie dans l'univers. Ce robot Persévérance qui est sur Mars, comment fait-on pour le commander depuis la Terre et quelles sont ses fonctions? Maintenant, une question sur Persévérance. Persévérance, le dernier robot de la NASA, qui fait suite à Curiosity. 2 robots extraordinaires. Alors, il y en avait avant dans le passé, ils s'appelaient Opportunity, Spirit. On a même eu Pathfinder avant. D'accord? Donc, les Américains ont fait 5 robots capables de rouler sur Mars. Les Chinois en ont fait un, qui s'appelle Zhurong. Ouais, il y a des robots sur Mars. Alors, Persévérance, c'est le plus gros. Il fait plus d'1 tonne, il est très important, fabriqué par la NASA. Et la NASA a eu la gentillesse de dire, dans la communauté scientifique, qui est intéressé par ce robot et qui veut participer. Et alors on a répondu, ici, en France, avec des gens de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes, il faut que j'oublie personne, de Paris, etc., de Nancy, de Lyon, on s'est mis tous ensemble et on a proposé cet instrument qui est là, tu vois derrière, il est à l'échelle 1, c'est la tête de Persévérance et on a décidé de construire un instrument qui serait capable à distance, simplement en regardant, je tourne la tête, je projette un faisceau laser, ça va brûler la matière et ça va
mesurer sa composition. C'est un instrument dont le rôle, avec cet œil un peu de cyclope, est là pour nous dire est-ce que il y a du fer, du titane par exemple, ou bien même de l'aluminium, du calcium, si tu veux du magnésium, du potassium, du lithium, voilà tous ces éléments qui nous renseigneront sur l'histoire de Mars. Alors on a construit cet instrument, très fort, alors c'est pas le seul instrument, il y en a 7. Ici d'autres collègues ont construit ces 2 caméras, qui sont les caméras qui font des images absolument extraordinaires. Ici, des caméras qu'on appelle de navigation. Et puis au bout du bras, tu vas avoir 2 autres instruments. Tu vas avoir des instruments de météo le long du bras, ici dans la partie basse, et puis du mât. Et puis tu vas trouver des instruments ailleurs. Il y a 7 instruments en tout. La communauté scientifique mondiale s'est associée sur ce rover Perseverance. Alors il fonctionne bien. Il est sur Mars depuis plus de 2 ans, pratiquement 2 ans et demi, ça commence à durer, ça marche très très bien, il avance, il étudie les roches, il fait des petits prélèvements qui seront peut-être un jour rapportés sur Terre, hein, enfin on y travaille en tout cas, et eh bien pour faire tout ça, il faut le piloter. Ta question est aussi comment on le commande. Eh bien on est dans une salle de commande, ici ça se passe au CNES, c'est juste de l'autre côté de la rue, il y a un centre de commande, avec des écrans, tu vois des écrans partout. Il faudrait que je t'invite un jour, on va essayer de faire ça, je le dis à personne. On va essayer de faire ça, tu as des écrans partout, on regarde, et on voit, tiens, une image arrive de Mars, ah oui, ça c'est bien, si on allait par là, si on allait par là, moi je vais dire on va tirer au laser, j'adore les lasers, un tel autre il dit je donne un coup de pelle, un tel autre dit ah moi je vais faire une mesure de température, de pression, on est à peu près, disons 80 tous les jours pour piloter une voiture, c'est Persévérance, c'est très compliqué, parce que les uns disent ah il n'y a pas assez d'énergie, l'autre dit tiens moi j'ai le bras qui va pas très bien, il faut que je déplie le coude, etc. C'est un très très beau défi, et on le fait donc depuis maintenant 2 ans et demi à peu près. Mais pour Curiosity, qui fonctionne toujours, ça fait 11 ans. 11 ans que tous les jours, on le pilote. Alors, certaines fois, on fatigue un peu, on le fait 1 journée sur 2 quand même. Et on lui dit, bah, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Voilà, ce sont des robots qui n'ont pas une énorme autonomie. Tu vois, ils ne sont pas très capables de faire les choses par eux-mêmes. Chaque jour, on dit, tu dois faire ça. Ils reçoivent le plan, ils déroulent et disent, tiens, je fais ça, je roule. Tiens, je vais à droite, tiens, je vais à gauche, tiens, je sors mon bras, tiens, je tourne la tête. Quand on dit ça, j'y arrive pas, je passe, et puis il déroule. Tiens, j'envoie les données vers la Terre, etc. Voilà, ils sont pas super autonomes, faut être honnête, parce qu'ils ont une obsession, ces robots qu'on leur a donné, se préserver, ne pas se mettre en danger. Et ça fonctionne bien, et je trouve que ça dure depuis tant d'années. En combien de temps les images du robot prises sur Mars arrivent-elles sur Terre et comment voyagent-elles dans l'espace jusqu'à nous? Je ne pense pas que ce soit de la 5G ou du Wi-Fi. Alors Hugo, ces images que vont prendre les caméras ici, là tu en vois 4 des caméras, ou bien l'instrument Supercam, ces images, on appelle ça aussi des specs, sont des données plus compliquées, une mesure de température, une mesure de pression, eh bien c'est pas le tout de prendre ces mesures, encore faut-il qu'elles reviennent sur Terre. Sur Terre. Alors, le chemin est de... Alors, en ce moment, on est très très loin, on est quasiment en opposition, en conjonction, pardon, c'est-à-dire que tu as la Terre, tu as le Soleil et tu as Mars, c'est pratiquement le plus loin, 150 millions plus 150, ça fait 300 plus 30, allez, 350 millions de kilomètres. Comment parcourir 350 millions de kilomètres? Alors, tu tentes la 5G, c'est bien, ça va pas le faire. Le Wi-Fi, c'est bien, ça va pas le faire sur la distance, mais tu as quand même raison, ce sont des ondes radio. Donc, c'est par ondes radio qu'on va communiquer avec Mars et avec nos données. Alors, dans le sens du retour, le rover, il est là. Il dit, tiens, dans mon plan, on m'a dit, il faut envoyer les données, je les envoie en l'air. Nous, on a calculé, on a prévu qu'il y aurait à ce moment-là un orbiteur qui tourne autour, qui attrape les données. Et puis, quand il voit la Terre, il nous les envoie sur des grandes antennes sur Terre. Eh bien, on va les recevoir, des antennes qui font 64 mètres. On en a en longitude en Californie, on en a en Espagne, et puis on en a en Australie. Et comme ça, à tout moment, on peut recevoir ces images. Alors, elles vont voyager très très vite, elles sont numérisées. Et numérisées, c'est-à-dire que l'image, on la transforme en des 1 et des 0. Ça, c'est un truc qu'on sait faire, 1 et 0. Et puis, on envoie un train de 1 et de 0, comme ça, qui part. Et les ondes radio, c'est génial, car elles voyagent à la vitesse de la lumière. Alors, c'est très loin, 350 millions de kilomètres, mais ça ne va prendre qu'environ 20 minutes.
et donc elles mettent 20 minutes pour revenir. Quand nous, le matin, on a besoin d'envoyer à Persévérance, à Curiosity, ce qu'ils doivent faire dans la journée, on crie très fort, en quelque sorte, en fait, on utilise les mêmes antennes, on envoie un message qui part à la vitesse de la lumière, qui arrivera 20 minutes plus tard en ce moment. Alors, quand Mars est très près, ça met que 5 minutes, hein. Ça dépend où on est par rapport à Mars, et puis il prend son plan, il déroule. Mais ça ne veut pas dire que s'il nous envoie une image 20 minutes, on peut lui répondre très vite. Nous, il nous faut du temps, il faut avoir l'image, l'étudier, j'aime pas, je veux faire ça, etc. On a, si tu veux, une sorte de conversation avec le robot sur une échelle de temps d'1 à 2 jours. J'envoie un truc, et en général, j'ai le résultat le lendemain. Sur la Lune, ça serait différent. Sur la Lune, on pourrait carrément, c'est tellement près, c'est à 1 seconde lumière, on pourrait carrément, et d'ailleurs les Russes l'ont fait, piloter au joystick en disant tourne à droite, tourne à gauche. Il y aurait un petit délai, et on pourrait s'en accommoder. Sur Mars, c'est pas question. Voilà, donc 20 minutes au plus long, mais c'est plutôt 24 heures, 48 heures, le temps qu'il fasse. Il est en autonomie, il se débrouille, et puis il nous envoie les données une fois de temps en temps. Est-ce qu'il est possible de faire pousser des plantes ou des légumes sur Mars? Car moi, j'adorerais manger des concombres de Mars. Ça ne contient pas de glucides en plus. La question, Hugo, que tu me poses, faire pousser des plantes sur Mars. C'est une question, tu n'es pas la première à se le poser. On s'est posé au moins une fois pour faire un film, seul sur Mars. Très bien, je fais un peu de publicité, parce que la problématique est très belle. Il y a plein de choses inexactes, le vent, etc., mais il y a plein de belles choses aussi. La deuxième, c'est que si évidemment un jour on veut envoyer des astronautes, on sait qu'il va falloir 9 mois pour y aller, il faut rester sur place, il faut revenir, c'est probablement un voyage de peut-être 3 ans. Ça serait mieux s'ils pouvaient faire pousser un peu de nourriture sur place que de leur envoyer tous les 2 mois, comme on le fait dans la station spatiale, des oranges et des concombres. Donc ça serait mieux de faire pousser. Alors, pour faire pousser quelque chose, il faut un sol fertile. Et ça commence mal. Il y a bien du sol sur Mars, mais il est bien loin d'être fertile. Le sol, il est oxydé par des millions d'années, des centaines de millions d'années de rayons, qu'on appelle des rayons cosmiques. Il n'y a pas d'atmosphère pour protéger le sol, il n'y a pas de couche d'ozone, donc pour protéger, comme sur Terre, des UV, le sol est très stérile. Donc ça part mal. Dans le sol, on ne peut pas faire pousser dans le sol, il faudrait ensemencer le sol, et c'est des équilibres qui sont très compliqués. Je pense que si un jour on doit faire de la culture sur Mars, on fera plutôt des cultures dans l'eau, des choses qu'on sait faire. On mettra les nutriments dans l'eau plutôt que dans les sols. Ça paraît plus simple. Alors après, ce qu'on fera pousser, on a déjà fait pousser dans la station spatiale sous cette forme-là des salades. Mes astronautes ont même eu le droit de les manger. Ils ont mangé leur expérience. Des concombres, je pense que c'est jouable. Alors, concombre, c'est quand même quelque chose qui consomme beaucoup d'eau. Et donc, je ne sais pas te répondre. Mais je me dis que oui, on devrait pouvoir faire des concombres, des cornichons, des trucs comme ça. Et puis après, l'eau, de toute façon, on la recyclera. Hein. Ça, c'est une autre thématique, mais c'est très intéressant. Donc, tu as raison, il faut qu'on bosse un peu pour faire pousser les choses. Ça ne sera pas dans le sol de Mars. Ça sera une sorte de sol qu'on aura inventé nous-mêmes avec probablement pratiquement de l'eau et des nutriments ou d'une sorte de... Comme si tu cultivais sur du coton, en quelque sorte. Le sol, il est très, très stérile. Il n'y a pas grand-chose dedans. C'est vraiment de la roche, du caillou cassé par des centaines de millions d'années d'agression du soleil, d'agression principalement du soleil, des rayons cosmiques. Voilà. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait inventer un vaisseau spatial qui soit capable de visiter tout l'univers? Avec quelle énergie par exemple? L'énergie solaire? Hugo, tu voudrais visiter tout l'univers et je te comprends. Pourquoi? Parce qu'il faut être très honnête, après 60 ans d'exploration spatiale, en dehors de la Terre, on est allé beaucoup sur la Lune, un peu sur Mars, un peu sur Vénus, on est allé jusqu'à Mercure côté Soleil, mais on est aussi allé Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On est parti des missions qui s'appellent Voyageur, Voyageur 1 et Voyageur 2, Pioneer 10 et Pioneer 11. Mais on va pas vite. On va pas vite, il faudra aller bien plus loin pour aller visiter l'univers. Si avec nos petits véhicules, là, nos fameux voyageurs qui sont partis dans les années 70, qui continuent, moi je les adore, on leur parle toujours pour l'un d'eux, qu'ils continuent jusqu'à l'étoile, tu as compris maintenant ce que c'est qu'une étoile la plus proche, il leur faudra 30 000 ans. Et encore, c'est que l'étoile la plus proche, on est bien loin de traverser la galaxie. Donc tu l'as dit toi-même, il faut
développer d'autres véhicules et surtout des véhicules qui vont plus vite. Or là, on touche aux limites de la physique. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des murs impressionnants, et le mur de la physique, en particulier de la vitesse limite de la lumière et de l'énergie qu'on peut emporter. C'est très compliqué. Pour l'instant, on n'a pas de solution. On pense qu'on pourrait peut-être faire un véhicule microscopique qui pourrait partir vers une autre étoile en l'accélérant. Probablement, tu as raison, avec un peu de pas le soleil lui-même, et ça c'est la pression de radiation du soleil, ou bien imaginer des sources d'énergie incroyables, comme des sources d'énergie nucléaire, qui pousseraient très très fort les véhicules pour qu'ils accélèrent, mais après il faudrait qu'ils décélèrent. Et puis si toi tu montes à l'intérieur de ce véhicule, tu iras tellement vite que tu ne vieilliras même pas à la même vitesse que ceux qui restent sur Terre. Tu mets tout ça ensemble et tu te dis, oh là là, il faut travailler, les scientifiques sont là, les ingénieurs sont là, on y réfléchit tous ensemble, ça va prendre des décennies et des décennies et des décennies, et pourquoi pas, c'est ta génération, des trucs à bosser. En attendant, on va dire, attendez, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le système solaire, on a déjà parlé de Mars, pourquoi pas la Lune, pourquoi pas aller envoyer des véhicules encore vers Jupiter. Et il vient de partir, on a un véhicule européen qui s'appelle JUICE et qui part vers Jupiter, évidemment il va mettre plus de 5 ans, assez loin Jupiter. Si on voulait aller à Uranus, on mettrait encore plus de temps. Ben voilà, c'est ça. On est un peu limité, on fait ce qu'on peut, mais je pense qu'avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire les moyens, la technique qu'on a, les sources d'énergie qu'on a, eh ben c'est pas mal. Je trouve qu'on se débrouille bien. Voilà une question que je rêvais de poser à un astrophysicien. Est-ce que tu penses qu'il existe une autre forme de vie dans l'univers comme des extraterrestres? Moi, je pense même qu'il y en a qui s'appellent Hugo. Hugo, tu me poses la question sur les autres formes de vie. Excellente question, parce qu'on est tous un peu, on va dire, biaisés. On a tous envie de penser que la vie, c'est un petit Hugo avec 2 bras, 2 jambes, une tête. Puis voilà, eh ben, il n'y a pas de raison. Alors, il y a quand même des choses, la physique et la chimie, qui sont un peu entendues. On pense, par exemple, que la vie ailleurs, alors il faut définir la vie, hein, c'est compliqué, c'est un système qui se reproduit, puis lorsqu'il va se reproduire, il va faire passer une information, c'est un peu de l'ADN, hein, voilà, c'est compliqué, mais c'est un système qui, évidemment, comme tout ce qui existe dans la nature, est basé à partir de la chimie qu'on connaît, et la chimie qui peut faire des organismes vivants, une chimie complexe, ça s'appelle de la chimie organique, la chimie du carbone. Donc on pense que s'il y a de la vie ailleurs, ça devrait tourner autour de la chimie du carbone avec des éléments qu'on appelle l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre. Tu peux toi t'amuser à les appeler les schnops par leur petit nom. Eh bien, tous ces éléments devraient nous permettre de faire quelque part de la vie. Alors, il y a peu de chances que ça ressemble à ce qu'on connaît, hein. Nous, on est une vie qui a évolué avec 2 lieux hasard d'un côté, de la nécessité de l'autre. Je m'adapte à mon environnement et en même temps, eh bien, c'était la chance de mutations génétiques qui se sont produites, qui ont conduit à Hugo, ou bien moi-même. Et c'est bien loin de ce qu'on peut faire de mieux quand il s'agit de la vie. On est quand même très fragile, mais on se débrouille pas trop mal. On a compensé pas mal avec la technologie. Eux, les animaux, ils ont que leur vie pour se protéger et sont plus fragiles que nous. Donc, s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, il n'y a pas de raison qu'elle nous ressemble. Elle aura probablement des bases assez semblables, on l'a dit, sur la chimie, ce qui la constitue. Est-ce qu'ils auront des oreilles pour écouter? Je ne sais pas. Bah, c'est quand même pratique d'écouter les vibrations de l'air. Est-ce qu'ils auront des yeux? Je ne sais pas, mais c'est bien pratique de regarder toutes ces longueurs d'onde visibles. Est-ce qu'ils vont voir dans l'infrarouge? On ne sait pas tout ça. Pourquoi on ne sait pas? Parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul exemple de vie dans l'univers, et c'est sur Terre. Et, je te l'ai dit, j'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Sur Saturne, je n'ai pas trouvé la vie. Sur Jupiter non plus. Uranus, ah tiens, j'avais été sur Uranus, c'est vrai, non plus. Mercure, ah non, il est trop chaud. Vénus aussi trop chaud. Mars, trop froid. Ah, peut-être dans le passé. Conclusion, on ne sait pas, parce qu'on n'a qu'un seul exemple. Et c'est ça notre problème avec la vie. C'est qu'on ne connaît que l'exemple de la vie sur Terre. Et c'est ça qui nous empêche de nous projeter. Alors, est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers? Les gens font des calculs, etc. Je t'ai dit qu'il y avait 200 milliards de soleils comme le nôtre.
Dans notre galaxie, évidemment, il y en a des trop gros, il y en a des trop petits, il y en a des trop chauds, pas assez chauds. La moitié probablement ont des étoiles. Nous, on en a 8, un tel en a 8, un tel en a 10, un tel en a 2, un tel en a pas. Donc il y a des milliards de planètes autour de ces étoiles. Est-ce qu'il y a la vie? Je ne peux pas te répondre. Je sens au fond de moi, oui, probablement. Ça s'appelle un acte de foi. Mon acte raisonné de scientifique dit « Je ne sais pas. Je sais qu'il y a la vie sur Terre. J'aimerais bien trouver qu'il y a eu de la vie un jour sur Mars, mes fameux martiens, ou bien ailleurs autour de Jupiter, sur par exemple Europa. À ce moment-là, je regarderai l'univers différent en me disant elle doit être partout la vie. Mais pour l'instant, elle n'est qu'en un seul endroit. Ça, c'est un acte scientifique et c'est sur Terre jusqu'à preuve du contraire. Mis à part répondre à nos questions, parmi tous les projets sur lesquels tu as travaillé au cours de ta vie, lequel te rend le plus fier? Hugo, le projet dont je suis le plus fier, c'est difficile. Ça m'oblige à me regarder vers l'arrière. Mes projets, j'ai adoré travailler sur Mars, j'adore. J'ai adoré Jupiter, Saturne. Mais je dois te dire que j'ai un petit faible, là-haut, pour la Lune. Alors à l'époque, j'étais étudiant, c'était peut-être plus facile la vie. J'avais moins de choses à m'occuper. J'ai travaillé sur une mission qui s'appelait Lunar Prospector. Et elle était autour de la Lune. Hop, là voilà la Lune, une belle Lune donnée par nos amis chinois. La Lune, elle est là. Et il tournait autour de la Lune, 1998, tu vois, je sais, t'es pas né, un petit véhicule qui s'appelait Lunar Prospector, qui est passé très très près, 100 km de la surface, et qui tournait. Et au niveau des pôles, on était une toute petite équipe, avec mes amis, ils s'appelaient Dave, ils s'appelaient Bill, Rick. J'étais aux États-Unis à l'époque. On a trouvé de la glace au pôle de la Lune. Et je dois dire, c'est peut-être ça. Tu m'as dit, c'est quoi ton projet le plus fier? Dont tu es le plus fier? Ben, c'est peut-être celui-là. C'est celui de l'étude de la Lune. J'ai vraiment bien aimé la Lune. Et d'ailleurs, on y retourne. Tu sais qu'il y a un grand mouvement maintenant. Alors, on continue Mars, hein, on ne va pas s'arrêter. On va continuer Jupiter, évidemment. Mais il y a un grand mouvement pour y retourner. Et on va y retourner avec des véhicules automatiques. On a eu Chandrayaan 3 qui vient de se poser. Les Indiens, ils ont été assez brillants, ils ont réussi à se poser. Évidemment, d'autres ont raté. Une sonde, un couteau qui s'est raté. C'est pas facile, Bereshit qui s'est raté. Et puis d'autres qui ont réussi. Voilà, on a du mal avec nos sondes automatiques. Mais l'avantage de la Lune, parce que c'est pas trop loin, parce qu'on a besoin de cette technologie qu'on pourra emporter un jour sur Mars, c'est évidemment mon ami Aldrin que tu vois là, c'est la possibilité de faire des vols habités. Les vols habités sont autour de la Terre, on tourne autour de la Terre, hein, notre ami Thomas, l'ami de tout le monde, hein, celui qui est le champion de ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire dans la chair, c'est-à-dire c'est vraiment le héros qui, dans sa chair, part explorer. Alors il le fait, tout en restant autour de la Terre. Non, c'est pas la Terre, mais il tourne autour de la Terre, 400 km d'altitude, hein, il n'est pas très loin, hein, mais c'est un bel exploit d'y aller, hein, puis c'est un bel exploit de le faire durer là-bas pendant 6 mois. Et puis lui, il est aux commandes, il contrôle tout ça. Remarquable, rien à dire. Et quand on lui dit tu vas aller sur la Lune, il dit hop, il lève la main, il dit je suis prêt. Alors nous, on n'est pas complètement prêts. C'est le mouvement international qui est en train de reconquérir la Lune pour de la science. Alors, il y a un peu de politique, il y a un peu de technique, il y a des trucs un peu... Mais la science est là. Et puis, ces fameux vols habités. Donc, on a eu la mission Artemis 1 qui est partie vers la Lune et puis qui n'avait personne à bord, qui a fait le tour et qui est revenu. La mission Artemis 2, l'année prochaine, dans 2 ans, on va voir comment ça se passe. Elle va mettre un équipage en orbite. On a déjà l'équipage. Tu regarderas, ils sont 4. Et qui revient. Et la mission Artemis 3, se poser sur la Lune. Et ça, c'est pour... Je sais pas. Mais c'est dans la décennie, c'est-à-dire c'est dans les années qui vont venir, revenir vers la Lune. Et moi, j'en suis ravi, parce que j'ai commencé en tant qu'étudiant à étudier la Lune, et on est en train justement de se dire, tiens, cet instrument, tel autre, est-ce qu'il ne pourrait pas fonctionner sur la Lune? Merci pour tout, Sylvestre. Ça fait un honneur pour moi d'avoir pu te poser ces questions. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous à préparer et te poser ces questions. S'il te plaît, on peut avoir un autographe? Très bonne idée, Louis. Ça ferait très plaisir aux enfants de l'assaut. On pourrait l'inclure dans notre magazine. Merci. Super. J'espère que cela t'a été utile et que on peut faire une autre séance si tu veux. Voyons ça. J'espère que
Ah, je suis vraiment désolé d'avoir mis tant de temps à te répondre. Ça m'était un peu sorti dans tout ce que j'ai fait. En attendant, porte-toi bien. La vie est plus compliquée pour toi et je dois dire que pour les gens malades, ça fait souvent des gens spéciaux. Et les gens spéciaux sont pas complètement comme les autres, ils ont quelque chose en plus. Et dis-toi bien cela, je ne vais pas dire que tu as une chance, pas exagérer, mais tu dois vivre avec ton diabète et tu apprends à le maîtriser et ça te donne un autre regard sur la vie. Et voilà, tu es parti. Et en plus, tu t'intéresses à l'univers. Bonne chance, Hugo. À très bientôt. Et peut-être que je t'ai dit tout à l'heure, essayons de faire quelque chose d'autre ensemble. On va y réfléchir. À ciao, Hugo. Nous voulons finir en remerciant le Palais de l'Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande, qui est un équipement de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci donc à Monsieur Bernard Levent, directeur du Plus, et à Christophe Martel, notre animateur qui nous a aidés à chaque instant et nous a aussi appris beaucoup de choses. Merci beaucoup et à bientôt. Et qui sait, peut-être à très vite.